Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. On reçoit aujourd'hui Daniel Breton, que vous connaissez bien, expert en matière de véhicules électriques et évidemment président de Mobilité électrique Canada. On est avec lui aujourd'hui. Il est au bout du fil. C'est un jeu de mots que je voulais faire, c'est tout. C'est connecté. C'est ça, c'est connecté. Il est au bout du fil pour nous parler évidemment de cette ouverture concernant les véhicules électriques chinois qui pourraient être commercialisés chez nous très prochainement. Salut Daniel. Bonjour. Est-ce que, d'abord, tu avais appris d'avance que cette nouvelle-là allait sortir ou est-ce que, comme tout le monde, tu as découvert ça sur le coup? Parce que ça a pris beaucoup de gens par surprise, y compris des gens de l'industrie, là. En fait, moi, je l'ai appris, il était 2 heures du matin la veille. OK. Donc, ça a fait que j'ai passé une nuit blanche, puis ça a fait que j'ai passé la journée à donner des entrevues. Donc, mais c'est pas un truc pour lequel on m'avait averti des jours d'avance, là. Bon, et là, évidemment, il y a divers éléments dans l'information, dans le communiqué qui a été émis, où il y a encore beaucoup de zones grises. Là, on va pouvoir discuter de ça, mais il y a 3 points, moi, qui m'ont évidemment qui m'ont interpellé particulièrement. 49 000 véhicules, un plafond, mais qui n'en est pas vraiment un, à 35 000 $ et des investissements de la part des Chinois du côté de l'industrie auto canadienne sans qu'on ait nécessairement de date ou d'obligation précise. Fait qu'on peut peut-être regarder ces 3 points-là ensemble. En commençant d'abord par le nombre, parce que j'entendais déjà Doug Ford se plaindre du fait qu'on laissait entrer le loup dans la bergerie. 49 000 véhicules, c'est à peine la moitié de ce que Mazda Canada vend par année, là. C'est moins de 3 % des ventes annuelles. C'est ça. Fait que, est-ce que pour toi, ça constitue une menace ou est-ce que tu trouves que c'est un nombre d'unités qui est raisonnable? En fait, ça part du nombre d'unités de véhicules fabriqués en Chine et vendus au Canada en 2023-2024. OK. Parce qu'il y avait Tesla et Polestar qui vendaient des véhicules électriques fabriqués en Chine et qui les vendaient au Canada. Puis c'était ça le chiffre, c'était 49 000. Donc, ils sont partis de ce chiffre-là pour dire on va repartir de cette base-là. Oui, mais est-ce que ces 2 voitures-là représentaient 3 % du marché? Ah, peut-être avec la Model 3 quand même. Oui, OK. Ouais, ce qui est quand même à cette époque-là, mais la réalité a changé. Et elle va changer de nouveau très bientôt en passant. Dans la mesure où? Ben, moi, je m'attends à une annonce autour du Salon de l'Auto de Toronto en très haut lieu. Autour de toute une espèce d'ensemble de mesures autour de l'industrie automobile, des véhicules électriques, des infrastructures de recharge, de la réglementation et des incitatifs. Et des incitatifs. Ouais. Donc, toi, tu t'attends à ce que le fédéral ramène un incitatif pour véhicules électriques, c'est ce que tu dis, là? Ben, ça fait partie des discussions qui ont lieu depuis des mois et des mois et des mois, là. Tu sais, Antoine, il y a 2 ministres l'année passée qui avaient dit que les rabais reviendraient. Ouais. Moi, je vous raconte plus le nombre de discussions que j'ai eues avec le fédéral depuis 6-7 mois en particulier, autour et de la réglementation sur les ventes de véhicules électriques et les infrastructures de recharge et les soutiens financiers et le soutien à l'industrie. Donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est une annonce autour des dates du Salon de Toronto. Je serais même pas surpris, honnêtement, je serais même pas surpris si le premier ministre du Canada se pointait là pour faire une annonce avec les ministres concernés. Mais les ministres concernés, c'est Doug Ford, là. Parce que on dirait que l'industrie... C'est Joly, ministre de l'Industrie. C'est Mme de Brucin, qui est ministre de l'Environnement. C'est le ministre fédéral Hodgson des Ressources naturelles, puis le ministre des Transports fédéral. Il peut y avoir Doug Ford aussi. Mais je veux dire, on part du fédéral, c'est une annonce fédérale. Oui, c'est une annonce fédérale, mais qui a pour but de donner un nouveau souffle à l'industrie auto-canadienne qui se passe en Ontario. Et le seul qui chiale par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est Doug Ford. Et puis, ce qu'on apprenait il y a quelques heures à peine, ben, c'est que là, on allait cesser rapidement la production de la Chevrolet Bolt qui revient sur le marché pour fabriquer plutôt des Equinox à essence dans cette usine-là. Ce sont des véhicules qui sont fabriqués
au Mexique. Les contre-tarifs s'appliquent, c'est un problème, nanana. Donc, on veut rapatrier la production de l'Equinox à essence aux États-Unis. Et on vient de perdre une voiture électrique pour cette raison-là. On vient aussi de perdre toute possibilité de fabriquer l'Equinox au Canada, parce que ça avait été discuté. On devait peut-être ramener ce véhicule-là en production dans l'usine de Cami, qui est à Ingersoll, en Ontario. Et là, visiblement, ça ne sera pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui se brassent en ce moment. Et je ne sais pas si tu as... Je sais pas si tu as ce même feeling-là que moi, mais on dirait que là, les décisions se prennent en vertu d'un règlement qui est pris aujourd'hui. C'est comme si on prenait des décisions à long terme en fonction du prix de l'essence à la pompe aujourd'hui. C'est un peu bizarre comme situation. Oui, tu as raison. Et puis d'ailleurs, j'aimerais ça revenir sur notre sujet initial des véhicules chinois parce que, écoute, mon organisation, on a contacté le gouvernement pour leur poser des questions parce qu'il y a plein de détails qu'on n'a pas. L'annonce du gouvernement, somme toute, est assez vague. Et donc, on a posé des questions. D'abord, quand est-ce que tout ça va entrer en vigueur officiellement? Là? OK. Puis, on n'a pas la réponse. Bon. Ensuite de ça, j'ai posé la question, est-ce que ça va être un système où ça va être premier arrivé, premier servi, ou il va y avoir des quotas? OK. Pas de réponse. Pas de réponse. Et là, explique-moi ce que tu entends par là. Est-ce que, par exemple, parce que là, il y a 1001 possibilités, là. Tu sais, je veux dire, on parle même pas de prix de véhicule, on va y revenir un peu plus tard. Pas, exactement. Mais Chevrolet fabrique des véhicules électriques au Mexique ou en Corée du Sud, pourrait décider de vendre ça chez nous. Mais BYD, c'est le plus gros constructeur de véhicules électriques à travers la planète aujourd'hui. Ils veulent leur part du gâteau, c'est clair, là. T'sais, donc, c'est ça. Qui entre? Et c'est pour ça que moi, il y a des gens d'industrie qui me contactent et disent, ça va être quoi les paramètres? Et honnêtement, je pose des questions au gouvernement et le gouvernement me dit, envoyez-nous vos questions parce que là, pour le moment, il y a des réponses que nous-mêmes, on n'a pas. Donc, ils doivent se faire une tête bientôt autour de tous les détails concernant cette annonce. Oui, mais Daniel, il y a quand même une annonce qui a été faite. Je peux pas croire qu'ils ont levé la main en disant 49 000 véhicules, plafond à 35 000, investissement au Canada, mais aucun détail puis aucune traque. Ça se peut pas, là. Ah ben ça, si tu dis ça, c'est parce que tu connais mal la politique, Antoine Joubert. Oui, mais je suis pas politicien. Puis je suis pas politicien par choix, Daniel. Toi, tu as décidé d'y aller en politique. Fait que c'est à toi que je pose la question. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je sais pas si tu te rappelles, en 2019, le gouvernement fédéral avait fait une annonce comme quoi il amènerait des rabais à l'achat de voitures électriques. Ça a été annoncé le 19 mars 2019. Je m'en souviens très bien. Et moi, j'ai appris que le ministre des Transports a écouté le ministre des Finances faire l'annonce. Et ça relevait du ministre des Transports, puis le ministre des Transports l'annonçait pendant que le ministre des Finances faisait l'annonce. C'est-à-dire, il l'apprenait pendant que le ministre des Finances faisait l'annonce. Donc, il a fallu qu'il se retourne et dit, OK, faut qu'on mette sur pied un programme, puis ça presse, puis on s'est retrouvé avec 2 mois où les gens ont arrêté d'acheter des voitures électriques parce qu'ils attendaient le rabais du gouvernement fédéral. Le rabais du gouvernement fédéral qui avait été annoncé par le ministre des Finances à l'insu du ministre des Transports qui était responsable du programme. C'est fantastique. Oui. Maintenant. Mais j'ai pas fini. Attends un peu, j'ai pas fini, là. OK? Est-ce que l'annonce, quand ils disent véhicules électriques, est-ce que ça va inclure seulement les véhicules 100% électriques? Oui. On assume que oui. Ou les hybrides. On assume, mais on n'a pas la réponse. C'est ça, c'est pas ça. J'ai posé la question et on n'a pas la réponse. Puis il y en a une autre question extrêmement importante. Moi, j'ai parlé avec mon interlocuteur mexicain. Parce qu'au Mexique, il y a des véhicules chinois. Et les constructeurs automobiles chinois ont demandé au gouvernement mexicain, dites-vous, là, est-ce que vous avez un standard que vous utilisez au Mexique? Puis le gouvernement mexicain dit non. Donc, ça a fait qu'au Mexique, ils ont importé des véhicules avec des standards de recharge de toutes les sortes. Ouais. CCS1, CCS2, NACS, TBD, ce qui fait en sorte que c'est le fouillis au Mexique. Là, moi, j'ai posé la question au gouvernement fédéral. Est-ce que vous avez songé à ça? Il faut qu'ils songent à ça parce qu'on ne veut pas se retrouver dans le bordel dans lequel le Mexique est présentement. C'est clair. D'avoir 5 connecteurs différents sur les routes, ce qui va remplir de confusion les consommateurs et qui va foutre le bordel dans les infrastructures de recharge. Fait que ça donne une idée à quel point, pour le moment, là, il y a plus de questions que de réponses. Ah, ça, c'est sûr. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais, en fait, moi, l'enjeu principal, parce que le chiffre de 49 000, moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir être... Tu me corrigeras si je me trompe, là, mais
j'ai l'impression qu'on va pouvoir être du côté des Chinois très, très créatifs, très, très élastiques avec les chiffres. C'est-à-dire que on parle de 49 000 véhicules, oui, mais est-ce que c'est 49 000 années modèles? Est-ce qu'on va piner des véhicules une année, en étirer sur l'autre? Est-ce que le 49 va devenir 65 sans qu'on s'en rende compte? Après ça, le 35 000 de supposé plafond, mais de la façon que la phrase est écrite dans le communiqué du gouvernement, il y a sur rien, 5 ans, là. il n'y a rien de précis. Tu sais, d'abord, il y a un espace-temps. Deuxièmement, on dit pas... Tu sais, il n'y a pas de plafond à 35 000, mais il y aurait une moyenne. Bref, tu sais. En fait, je peux même te dire une chose. C'est qu'il est question de plafond à 35 000, mais pas PDSF, mais wholesale. Fait que donc, ça veut dire que c'est un véhicule qui pourrait être 20 à 40 plus cher que le 35 000 pour les consommateurs. Mais qui a dit que c'était ça, wholesale? D'où tu tiens ça? Ça, je l'ai appris de Global Affairs Canada. Mais comment tu peux émettre un communiqué basé sur un prix coûtant? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est écrit au prix d'importation là, dans les documents, si je ne me trompe pas, Daniel. C'est au prix d'importation. Et sur 5 ans, plus de 50 de ces véhicules-là devront avoir un prix d'importation inférieur à 35 000 Là, je cite la phrase, là, quasiment mot pour mot, parce que je l'ai lu 45 fois. Là, mais... mais ce que la presse disait, c'est que c'était un plafond à 35 000 Et je pense que là-dessus, on s'est planté. Ouais. Mais moi, en écoutant beaucoup de trucs, ce que j'essaie de comprendre, c'est que ce serait une moyenne à 35 000 On ne sait pas. Parce que, est-ce que ça veut dire qu'on aurait des autos à 45 000 et des autos à 25 000? Parce que des autos électriques à 25 000, ça existe-tu, ça? Ben oui. En Chine, écoute, oui. J'arrive d'Europe, puis j'en ai rencontré plein de modèles fabriqués en Europe ou fabriqués en Inde ou fabriqués en Chine. Oui. Je te parle pas, Daniel, de ce qui pourrait jamais être vendu ici. Oui, c'est ça. Une demi-voiture. Non. Non, mais tu prends une Citroën EIC3 ou des choses comme ça, ça reste des voitures assez compactes. La Renault Twingo, là, qui est dans le fond une voiture compacte, là, ça se vend à peu près à 24 000 Canadiens. Là. Ben, une Renault 5, ça se vend à combien, ça? Là? À peu près 39. Renault 5, c'est gros comme une Fiat 500 à peu près, là? Mais c'est plus cher, c'est beaucoup plus gros qu'une Fiat 500. Non, c'est plus gros qu'une Fiat 500. Je l'ai essayé la semaine passée. Bon. Je dis pas que c'est une 4 portes, là. Non, c'est une 4 portes. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on essaie dans notre imaginaire de dire, parce que ce que je trouvais brillant initialement, puis ce qui, à mon avis, clouait le bec à Doug Ford, c'est qu'on allait amener ici au Canada des véhicules que les Canadiens ne seront jamais capables de fabriquer. Autrement dit, des véhicules électriques abordables, vendus, mettons, sous la barre des 40 000 $, alors qu'au Canada, avec tous les syndicats, avec tout ce que tu voudras dans nos usines canadiennes, puis avec le coût de fabrication, c'est impossible de rentabiliser. Écoute, Honda a de la misère à faire des Civic puis les vendre au Canada parce qu'ils mangent de l'argent. Quand tu dis qu'un concessionnaire, Honda fait 700-800 $ de profit sur une Civic vendue au prix de détail, il n'y a plus de profit là-dedans parce que ça coûte trop cher à fabriquer. Alors, tu sais... Messieurs, ouais. J'ai fait un message là-dessus sur Facebook il y a quelques jours. Là. Quels sont les modèles de voitures 100% électriques ou hybrides rechargeables fabriqués au Canada en 2026? La Charger, that's it. That's it. Il n'y a rien d'autre. Fait que... Puis c'est pas un véhicule de volume, on s'entend. Non. C'est pas un véhicule pas cher. C'est juste un véhicule volumineux, c'est tout. Oui, exactement. mais l'idée là-dedans, c'est quand Doug Ford dit, ben là, ils vont faire de la compétition, je dis, écoute, jamais. Avec quoi? Je veux dire, on n'en fabrique pas, puis on n'en fabriquera pas. Je suis 100% d'accord avec toi, Antoine. Ouais. Mais au-delà de ça, une chose, moi, que je tiens à souligner, OK? C'est que, as-tu entendu un seul mot de la part de Doug Ford ou d'un représentant de Ford ou GM par rapport au fait que ça fait déjà quelques années que Ford et GM importent des véhicules chinois à essence et que ça n'a pas l'air à déranger personne. Ouais, ce sont des véhicules. Et particulièrement chez Lincoln, c'est important parce que là, on connaît certains succès avec le Nautilus. Je pense que Buick s'en fiche un peu de son Envision, là, mais effectivement, il y a des véhicules à essence. Et puis, on peut reculer un peu plus loin. Là. Honda avait importé des Fit fabriqués en Chine à une certaine époque, il y a une dizaine d'années. Tu sais, il y en a eu des véhicules à essence chinois. Puis moi, j'ai jamais compris pourquoi on se limitait à l'électrique là-dedans. Là. Mais Antoine, écoute-moi bien. Il n'y a aucun tarif, il n'y a jamais eu de tarif sur les véhicules à essence qui viennent de Chine, importés par Ford et GM, pendant qu'il y avait un tarif de 100% sur les véhicules électriques. Ouais.
Moi, le dossier du Nautilus, que je trouve particulièrement étonnant de ne pas entendre Doug Ford dire un seul mot là-dessus, c'est que le Nautilus était fabriqué à Oakville, en Ontario. Il a été transféré en Chine. En effet, tu as raison. Pas dit un mot là-dessus. Lui, là, ça ne le dérange pas qu'on ait des véhicules chinois à essence qui sont fabriqués et importés par un constructeur comme Ford. Mais l'autre truc que je trouve intéressant, c'est que en 2023, le Nautilus fabriqué en Ontario était vendu à 60 500. Le 2026 fabriqué en Chine est vendu à 63 500. Mm-hmm. Fait que là, on se dit, hey, ça va faire baisser le prix des véhicules s'ils sont faits en Chine. De toute évidence, le constructeur a décidé de s'ajuster. Ça veut dire que de toute évidence, probablement que les profits sont plus dans les poches de Ford. Oui, bien sûr. Personne ne dit un mot là-dessus. Non, les profits sont plus dans les poches de Ford. Puis regarde comment Ford est maître dans l'art d'étirer la sauce et de ne pas fabriquer de véhicules à Oakville, parce que ça fait 2 ans qu'on nous promet maintenant. Bon, on nous avait promis qu'on convertirait l'usine en usine de véhicules électriques. On a appris que c'était un virage à 180 degrés, puis qu'on allait éventuellement bâtir des Super Duty. Mais j'ai pas vu un Super Duty encore avec un numéro de série qui commence par 2. Moi non plus. Moi non plus. Il n'y a rien qui se passe là-bas, là. Et tu sais, pour en rajouter une couche, là, pendant qu'on parle de ça, là, moi, je rappelle que quelques jours à peine avant que le premier ministre Carney annonce l'arrivée des véhicules chinois, Donald Trump disait « On ne veut plus importer de véhicules du Canada. On n'en veut plus. » Et là, il dit ça à côté du président de Ford. Le président de Ford, juste avant les fêtes, lui, il félicitait Doug Ford parce que Doug Ford avait imposé des tarifs à l'importation de camions aux États-Unis en provenance de l'extérieur, dont du Canada. Fait que moi, honnêtement, quand j'entends des représentants de Ford... Tu penses comme moi qu'il s'en fabriquera jamais? Ben, puis je pense que est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des constructeurs qui, de toute évidence, ont décidé de se plier aux aléas de Donald Trump et que le marché canadien, à mon avis, là, pour ce qui est de Ford et GM particulièrement, moi, écoutez, quand on regarde la baisse de la production des constructeurs américains, mais en particulier de Ford et GM depuis des années, mais spécialement maintenant, pas très confiant, moi, de l'avenir du secteur automobile canadien en lien avec ces constructeurs-là. Ben, en fait, c'est un autre débat. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi là-dessus parce que les actions qui sont prises, en fait, à l'exception de Honda et Toyota, qui ont des usines non syndiquées, puis où ils roulent leur boss efficacement, puis ils ont quand même trouvé un moyen de faire rouler la production efficacement. Mais du côté des 3 constructeurs américains, on est en eau trouble, puis on essaie de nous faire croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Tu sais, l'usine de Brampton, pas plus tard que la semaine passée, j'avais en entrevue le nouveau président de Stellantis, Trevor Longley. Bon, merci, parce que j'oublie tout le temps son nom de famille. Mais lui, il me disait, oui, on a des beaux projets pour l'usine de Brampton. Garde, OK, on peut-tu avoir du concret? Parce qu'il y a 8000 employés là, qui ont la chienne en ce moment. Puis puis du côté de chez Ford, c'est pareil. Puis du côté de Cammy, on a fermé l'usine de véhicules électriques qui était... tu sais, on l'oublie, mais on fabriquait des camions poids moyens, véhicules électriques à Cammy, en Ontario. Là. On a tiré la plug là-dessus aussi. Ben, c'est des usines qui vont clairement probablement pas se renouveler. Tu sais, ça n'a rien à voir avec le fait que Carney autorise l'entrée de 49 000 véhicules électriques. Non. Même si c'était 100 000, ça n'a rien à voir pareil. C'est l'excuse dont certains se servent. Bon. Ben moi, je veux revenir sur notre sujet principal, parce que là, on pourrait jaser de 1001 sujets. Le véhicule électrique chinois, est-ce que tu es pour ou contre ça sur le marché canadien? Moi, je veux te dire honnêtement, là, je ne veux pas qu'on fasse la même erreur qu'on a fait avec les Américains. Autrement dit, si on est pour faire en sorte de laisser entrer les véhicules chinois sans tarif, je veux qu'on trouve aussi des partenariats avec les Européens, avec les Coréens, avec les Japonais. Parce que s'il fallait qu'on devienne de très vulnérables aux Américains à très vulnérables aux Chinois, franchement, on se tirait dans les 2 pieds et on n'aurait pas appris de leçon. Fait que je suis pas contre l'arrivée des véhicules chinois, il faut le faire de la bonne manière. Mais il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut avoir des partenariats avec d'autres pays qui sont plus fiables, on va dire, que le gouvernement américain actuel.
Mais quand tu dis partenariat avec des constructeurs ça peut être japonais... pour de la construction, ça peut être de la construction, ça peut être des ententes de ressources naturelles, ça peut être tout ce qu'on veut pour faire en sorte de diminuer notre dépendance aux États-Unis. Parce que quand on a un président... Écoute, j'essaie de rester poli, là. T'es pas obligé. Quand on a un président... Ouais, mais tu sais... Mais bref, tu sais... C'est un homme en qui on ne peut pas faire confiance. Non. Puis qui nous menace. Donc, il faut diminuer notre vulnérabilité par rapport aux États-Unis. Mais en même temps, Daniel, on ne peut pas demander à l'industrie automobile de prendre des décisions qui vont impacter leur production sur les 6, 7, 8 prochaines années en fonction du fait qu'il y a un monsieur jaune-orange de l'autre côté qui est là pour encore 26 mois. Oui, mais de toute évidence, les constructeurs automobiles, c'est les choix qu'ils ont faits. C'est fou, ça. Alors, tu sais, ça revient à ce que je te disais en début d'entrevue. Comment ça se fait qu'on prend des décisions basées sur le prix de l'essence aujourd'hui? Mais ça, là, écoute, Antoine, moi, d'un côté, là, j'entends certains constructeurs et représentants de l'industrie automobile qui parlent des deux côtés de la bouche. Ils disent, nous, là, on a besoin d'être capable de planifier longtemps d'avance. Ça nous prend du temps. Ça nous prend un lead time de 6-7 ans pour un nouveau véhicule. Ouais. Puis là, ils s'additionnent régulièrement. Tu dis, excuse, parce qu'il y a quelques mois à peine, là, tu sais, par exemple, parlons de la norme zéro émission sur la vente de véhicules électriques progressifs. Nous, on a dit, on est presque le gouvernement diminue ses objectifs, mais au moins, on a besoin d'avoir une espèce d'échéancier prévisible, justement pour aider tout le monde à planifier. Puis là, eux autres, ils disent qu'ils sont contre la réglementation, alors que nous autres, on dit on veut de la prévisibilité. Eux autres disent qu'ils veulent de la prévisibilité, puis ils sont totalement imprévisibles eux-mêmes. Écoute, des fois, j'ai l'impression que c'est des poules pas de tête. L'histoire de la Bolt, là, j'ai vu l'article du guide de l'auto tout à l'heure, j'en revenais pas. Ouais. J'espère que je vais avoir la chance de l'essayer avant qu'il l'enlève. Non, mais écoute, Antoine, pour te dire à quel point... Moi, Daniel, je vais être bien honnête, là, j'y ai jamais cru au retour de la Bolt parce que je considère que c'est trop peu trop tard, même si la voiture est meilleure qu'elle l'était il y a quelques années. Tu relances un modèle que tu nous vendais il y a 5 ans, qui est à peu près pareil comme l'ancien modèle. Oui, d'accord. Puis toute la compétition a eu le temps d'évoluer, là. Tu sais, puis tu arrives avec un véhicule qui n'est pas particulièrement attrayant en matière de prix. Puis en plus, tu vas stationner ça à côté d'un Equinox sur lequel Chevrolet met 8, 9, 10 000 de rabais avec des taux de financement à 0%. Fait que tu vas sortir du showroom chez Chevrolet, tu vas avoir un Equinox à peu près au prix d'une Bolt. Ils en vendront pas une de ça, là. Mais Antoine, moi, je vais te dire une autre chose. J'ai un ami à moi qui est concessionnaire qui avait eu la bannière Ride Drop. OK? OK, ouais. Et il dit, GM nous a contactés parce qu'il fallait qu'on ajuste notre garage. Il dit, il a fallu qu'on surélève un peu notre plafond pour réparer le véhicule. Ça prend des pop et lift là, pour soulever ça, des bright drops. Puis là, il dit, tu sais, il fallait acheter la fiche et tout. Puis il dit, le vendredi, on parlait avec eux là, des derniers changements à faire. Puis lundi, il annonce qu'il arrête la production. Il dit, ça vient de me coûter 100 000 $. Ah, ouais. Puis c'est pas long, 100 000 dans un garage, là. C'est pas long, là. C'est les concessionnaires qui subissent ces décisions irréfléchies et à la va comme je te pousse de constructeurs. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est une décision qui a été prise par un stratège chez GM aux États-Unis parce que il y a des contre-tarifs sur l'Equinox, un véhicule à essence dont le volume n'est pas encore assez suffisant à leur goût. Fait qu'ils ont décidé que la Bolt allait devenir l'agneau sacrifié. Tu sais, mais moi, je serais curieux d'entendre Marie Barra là-dessus, qui a insisté pour ramener la Bolt sur le marché, alors que ben des gens chez GM étaient contre. Elle a mis son poing sur la table et elle a dit, on ramène ça, cette voiture-là. Est-ce que je t'ai raconté, Antoine, que quand je suis allé au Mexique l'année dernière, je suis allé chez un dealer GM pour voir les Equinox et tout ça. J'ai fait le tour de plusieurs concessionnaires. Ouais. L'Equinox électrique fabriqué aux États-Unis, au Mexique. Au Mexique, oui. J'arrive là, puis là, je suis avec mon interlocuteur mexicain. Ouais. Là, je commence à faire un calcul sur combien il vendait le Chevrolet Equinox au Mexique. Il le vendait 50% plus cher que le prix qu'il le vendent au Canada. Ouais. C'est délirant. Là. Puis là, je disais, écoute, ça n'a aucun sens qu'un véhicule mexicain vendu au Mexique soit 50% plus cher que le prix qu'il vend au Canada. Ouais. Fait que ça donne une idée à quel point, des fois, il y a des décisions, il y a des annonces ou il y a des stratégies qui sont faites par des constructeurs qui sont en perdre notre latin. Ben, c'est clair. Mais là, je veux dire, ce qu'on comprend, c'est que
il y a quand même des véhicules de fabrication chinoise, peu importe la marque, qui vont rentrer ici, en petite quantité. Moi, je peux pas croire que c'est Tesla et Polestar qui vont sortir gagnants de cette aventure-là, parce que ce qui serait quand même logique, à mon avis, c'est qu'on réussisse à amener des véhicules électriques plus abordables. Écoute, l'objectif, il faut que ce soit ça. Tu connais le Chevrolet Spark EV de nouvelle génération? Bien sûr. Il est fabriqué en Chine. Il est vendu au Mexique à 34 000 Ouais. Moi, là, si Chevrolet en amène pas au Canada et plus particulièrement au Québec puis en Colombie-Britannique, moi, je serais très étonné. Le véhicule est disponible, puis il est vendu à un prix raisonnable, puis un format que certaines personnes apprécient, l'espèce de petit mini VUS. Oui. Puis s'ils sortent à 34 000 au Mexique, je peux pas croire qu'ils vont sortir à 48 000 au Canada. Ouais, mais... Fait que, il y a tout ça dans l'équation. Il y a mille et une choses, puis il y a aussi le facteur investissement de la part des Chinois dans l'industrie auto-canadienne. Ça, comment tu interprètes ça? Ben, écoute... Moi, ce que je sais des Chinois, c'est que pour le moment, ils posent aussi des questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Il y en a qui sont intéressés, mais ils posent des questions puis ils attendent des réponses. C'est quand même... veut dire, cette annonce-là, parce que Carney a fait beaucoup d'annonces, s'est mis sur la map au cours des derniers jours, des dernières semaines, a fait plaisir à bien du monde dans le contexte politique actuel. Mais le flou est quand même incroyable dans cette annonce-là. Ben, c'était une roche qu'il y avait dans la botte de Mark Carney pour le Canola. Là. On enlevait la roche en faisant cette concession-là, cette annonce-là qui était très vague. Mais c'était pour régler ce dossier-là le plus rapidement possible. Et on va voir un peu plus tard qu'est-ce qui va se passer, là, j'imagine. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, si j'étais BYD, le premier véhicule que je lancerais sur le marché canadien, je l'appellerais la BYD Canola, en hommage à l'échange qui a été fait. Mais bref. Mais en fait, faut aussi voir dans cette annonce-là, d'un point de vue strictement politique, une stratégie de négociation avec Trump en vue de Kuzma. Autrement dit, écoute, vous voulez nous faire suer, vous arrêtez pas de dire que vous voulez pas de véhicule canadien. Ben nous, on va trouver d'autres moyens de faire en sorte. On est des adultes et on est capable de négocier nos ententes à l'extérieur. Donc, il y a aussi de ça là-dedans. Il y a aussi de ça là-dedans. Puis évidemment, je ne suis pas expert en politique, mais le temps avance. Et le temps de Trump est de plus en plus compté. Et Trump ne prendra probablement pas de décision majeure dans les 6 derniers mois de son mandat. Parce qu'il serait fou de se peinturer dans le coin si il veut que son parti retourne en réélection, ou enfin bref, remarquez, rien n'est impossible avec lui, là. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps est compté pour lui, et il le sait, et là, il peut prendre des actions réfléchies ou pas, ou vous pouvez l'interpréter comme vous voudrez. Mais c'est clair que l'industrie automobile mondiale ne peut pas être en réaction à tout ce qu'il décide, sachant qu'il reste, disons, même pas 2 ans. Si, 3. Ça fait juste 1 an qu'il est en poste. Ben, on s'en va en réélection. Les élections de mi-mandat, c'est cette année. Non, mais je veux dire, lui, il sera là et il va continuer à foutre son... C'est quand même... Enfin, bref. Donc on a encore 3 ans avec lui. Hein. Et on est rendu dans la politique pas mal plus qu'on est rendu dans l'automobile. Oui, exactement. Mais en même temps, c'est la réalité actuelle. C'est la réalité actuelle. Jamais ça a été aussi proche. Tout est c'est triste, mélangé. Mais on n'a pas le choix. Ouais. Là, tu me parlais évidemment de technologie. Daniel, tu en as conduit des voitures chinoises. Es-tu au moins capable de me confirmer, parce que c'est une question qu'on reçoit tous les jours, que les Chinois ont des voitures de qualité? Et ils ont de mauvaises voitures. Oh, mais Chevrolet aussi en passant. Puis Ford aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire que quel que soit le constructeur chinois, moi, j'ai rencontré des constructeurs chinois qui m'ont présenté que j'ai essayé des véhicules électriques qui sont extrêmement ordinaires et des véhicules électriques qui sont extrêmement impressionnants. Donc, c'est un peu comme en Europe, c'est un peu comme en Amérique. Là, il y a de bons et de moins bons véhicules. Mais oui, parmi les meilleurs, comme la BYD Seal, c'est un véhicule extrêmement intéressant. Puis là, je m'en vais en Chine. Moi, je pars dans 2-3 semaines pour aller essayer d'autres véhicules électriques, pour aller rencontrer des jeunes industries, parce que je veux voir qu'est-ce qui se passe en Chine. Daniel, j'ai une question pour toi. Je regarde les véhicules électriques qui sont commercialisés en Europe. Bon,
puis les véhicules électriques qui sont commercialisés en Chine, de ces constructeurs chinois-là. Il y a des générations qui sont très différentes. Tu sais, par exemple, en Chine, on a des nouvelles technologies, on parle d'une vitesse de recharge très rapide, on parle de nouvelles plateformes. Et souvent, en Europe, le même véhicule, je prends comme par exemple, du côté de chez MG, un MG4, va avoir une vieille génération pour un modèle 2026, tandis qu'on a 2 ans de nouvelle génération en Chine pour ce véhicule-là. Est-ce que tu penses qu'en Amérique du Nord, les Chinois vont commercialiser des véhicules d'ancienne génération ou passer des véhicules d'ancienne génération et eux autres conserver des véhicules là, plus plus de pointe, dans le fond, avec des nouvelles technologies plus avancées? Je veux dire une chose méchante, là, mais quand on regarde des pays comme le Mexique, en général, que ce soit à essence ou électrique, des pays comme ça se font passer des plus anciennes générations. Ouais, ça répond un peu à ma question. Tu te souviens, écoute, le dernier pays où est-ce qu'on fabriquait le Volkswagen Beetle, c'était le Mexique. Ouais. En même temps, Vaux, c'est un constructeur qui nous a fourgué du vieux stock pendant bien des années. Si on était tout le temps 3 ans en arrière de ce qui se vendait en Europe. On pourrait... et surtout, si on rentre dans l'entrée de gamme, ça pourrait effectivement être ça. Ouais. Puis tu sais, le danger... Moi, je sais pas si c'est l'élément qui t'inquiète, Daniel, mais en terminant, le danger de faire entrer ce qu'on peut dire le loup dans la bergerie, le danger de faire entrer les Chinois ici, c'est qu'ils décident de faire du dumping. Et évidemment, ils ne le feront pas par le nombre parce qu'on limite ça à 49 000 unités, même si ça devient 100 000, c'est pas grand-chose sur un marché de 3 millions de véhicules. Mais eux autres vont s'en ficher de perdre de l'argent par unité vendue, juste pour aller voler des parts de marché à d'autres mondes. C'est ce qu'ils ont fait en Europe, c'est ce qu'ils ont fait dans plusieurs marchés. Ben déjà, voilà. Donc c'est pas... Puis ça a été la stratégie, ça a été la stratégie d'un constructeur coréen il y a 40 ans qui s'appelle Hyundai, qui est passé par le Canada pour aller s'installer aux États-Unis. Et puis Dieu sait où Hyundai est rendu aujourd'hui. Alors, tu sais, j'ai très, très hâte de voir les stratégies. Oui, on pense tous à BYD, mais il y aura peut-être d'autres joueurs. J'ai hâte de voir les stratégies qui vont être mises en place pour qu'on installe des marques ici. Bon, accessoirement, pour qu'on assassine VinFast définitivement, là. Mais je vais te dire honnêtement, Antoine, je suis pas si certain de ça pour une raison fort simple. OK. C'est que présentement, il y a une compétition extrêmement féroce entre constructeurs chinois en Chine, qui coûte très cher aux constructeurs, qui est le plus gros marché de véhicules au monde, plus gros marché de véhicules électriques au monde. Ouais. Ce qui fait que je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs constructeurs chinois qui disparaissent d'ici 5 ans. C'est sûr. Ouais. Oui, c'est certain. Donc, moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait tant de dumping que ça, là, parce que là, eux, là, il faut qu'ils fassent en sorte d'être rentables et tous les constructeurs chinois ne sont pas rentables. Oui, mais les plus gros le sont. Justement, les plus gros vont faire du dumping pour augmenter leur pénétration tant sur le marché local que sur les marchés extérieurs. Et une fois qu'ils vont avoir une situation plus ou moins dominante, ils vont pouvoir, les autres vont disparaître. C'est souvent comme ça qu'il y a... Mais il y a quand même une limite que tu peux vendre à perte. On est d'accord. Fait que j'entends là, que les BYD, on s'attend pas à ce qu'ils disparaissent, mais il y a d'autres constructeurs chinois. On va te dire, là, 90% des constructeurs chinois depuis 10 ans ont disparu du marché. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas étonné que d'ici 10 ans, on se retrouve avec moins de 10 constructeurs chinois. Oui, mais ça, c'est une consolidation normale. C'est ce qu'on avait vu au début de l'automobile en Amérique du Nord. Là, c'est une phase de consolidation. Je m'attends à une consolidation comme ça auprès des véhicules, auprès des constructeurs européens, japonais en particulier. Dans une moindre mesure, là, mais oui, quand même, c'est loin d'être impossible. Dans une moindre mesure, parce qu'il y en a moins, mais moi, je m'attends pas à ce que tous les constructeurs japonais qu'on voit présentement vont encore exister dans 10 ans. Ils vont avoir fusionné, ils vont avoir disparu. Oui, il y a des chances. Ouais, on salue les gens de Nissan. Alors, merci Daniel d'avoir pris le temps. Fait que on voulait des éclaircissements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu nous en as pas donné. Mais en fait, il y a trop de flou dans les questions. C'est ça qui arrive en ce moment. C'est un plan qui a pas de plan. Alors, on va rester à l'affût des prochaines nouvelles, des évolutions, parce que le Salon de Toronto. Ouais, ben il y a le Salon de Toronto, mais tu sais, nous, l'équipe au Guide de l'Auto, travaillons sur un livre pour 2027. Et mon petit doigt me dit qu'on mettra pas de BYD dans le Guide de l'Auto 2027. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais ça arrivera pas aussi rapidement que ce qu'on pourrait peut-être le souhaiter. On verra.
On verra. C'était le mot de la fin de Daniel Breton. Merci, Daniel, d'avoir été là. Bon voyage en Chine. Merci. Bonne journée, messieurs. Bye-bye. Merci, bye-bye. Salut.